Dites-moi une chose. Combien de mots avez-vous déjà prononcés aujourd'hui? 100, 500, 1000? Et maintenant, soyez honnête, combien d'entre eux valaient vraiment la peine d'être dits? Il existe un chiffre, 80%. C'est à peu près la part de tout ce que les gens disent chaque jour qui ne sert à rien. Du bruit vide, les pensées des autres présentées comme les vôtres, des mots qui blessent quelqu'un que vous n'aviez aucune intention de blesser. 80%. Et pourtant on continue. Les messageries, les posts, les vocaux, les commentaires. Les mots partent par milliers chaque jour et personne ne calcule ce que ça coûte vraiment. Ce que ça coûte, je vais vous le dire. Mais d'abord, une seule question, une seule. Pensez à quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez encore. Un parent, un ami, un partenaire. Y a-t-il quelque chose que vous ne lui avez jamais dit à voix haute? Quelque chose d'important qui tournait en vous depuis des années, mais que vous remettiez toujours. Je lui dirai demain, plus tard, le bon moment se présentera. Et le bon moment ne s'est jamais présenté, ou bien, à l'inverse, y a-t-il des mots que vous avez lancés sous le coup de la colère et qui brûlent encore? Une phrase. Cette phrase-là, précisément, que vous donneriez n'importe quoi pour reprendre. Mais le mot est dit. Et la personne l'a entendu. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. De pourquoi on parle trop, trop souvent et totalement pour rien. Du fait que le silence n'est pas un vide ni une faiblesse, mais l'un des outils les plus puissants à notre disposition. Et du moment où se taire devient impossible, parce que le silence aussi peut être un crime. 6 règles, un livre. Quelques histoires vraies qui ont changé ma façon de comprendre les mots pour toujours. On commence. En 1997, un petit livre est sorti. Son auteur, le Mexicain Don Miguel Ruiz, un homme qui a grandi au cœur de la tradition chamanique des Toltecs. Les Toltecs sont un peuple ancien qui vivait sur le territoire du Mexique actuel bien avant les Aztèques, une civilisation considérée comme l'une des sources de toute la culture de la région. Une tradition vivante, ininterrompue. Et Ruiz est l'un de ceux qui l'ont portée en eux et décidé de la transmettre, dans un langage accessible à l'homme d'aujourd'hui. Ce livre s'appelle « Les 4 accords ». 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Il est traduit en français depuis longtemps, vous le trouverez sans peine. Son principe est simple. Ruiz propose au lecteur de passer avec lui-même 4 accords intérieurs, 4 principes selon lesquels il vaut la peine de vivre. Pas les règles d'un monastère étranger, pas des commandements gravés dans la pierre, des accords avec soi-même, librement consentis. Et le premier d'entre eux, le plus fondamental, dit ceci: que votre parole soit impeccable. 5 mots, rien de plus. Je m'arrête toujours ici, parce que cette phrase est très facile à laisser glisser, elle a l'air ordinaire. Mais derrière ces 5 mots se trouve ce que des moines tibétains, des chamans indiens et des sages orientaux ont développé pendant des millénaires, chacun à sa manière, chacun dans sa langue. Ruiz a simplement rassemblé tout ça en une seule phrase. Il faut comprendre ce qu'il veut dire, parce que l'impeccabilité de la parole n'a rien à voir avec bien s'exprimer, ni avec l'orthographe, ni avec la politesse, et encore moins avec le fait de ne pas jurer. L'impeccabilité de la parole, selon Ruiz, c'est ne dire que ce qui ne fait pas de mal, à soi ou à l'autre. Si votre parole ne sert pas la vérité, si elle ne sert pas l'amour, si elle ne sert pas à quelque chose de concret, ne la prononcez pas, tout simplement. Essayez de vivre selon cette règle pendant une seule journée, une seule. Vous découvrirez qu'il faudra se taire environ 80% du temps, parce que c'est exactement la proportion de ce qu'on dit à voix haute qui n'est que bavardage, plainte, ragot ou des mots qui atteignent quelqu'un qu'on n'avait aucune intention d'atteindre. Ruiz compare la parole à une épée. Une épée peut trancher un nœud que les mains ne parviennent pas à défaire. Cette même épée peut tuer un homme. Un seul outil, un seul métal. La seule question, c'est où il est dirigé et qui le tient. Remarquez, Ruiz ne dit pas « tais-toi toujours », il dit « sois impeccable ».
C'est une nuance importante. Une épée impeccable ne traîne pas n'importe où. Elle est gardée avec soin et sortie uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Pas pour impressionner, pas par ennui, pas parce que le silence semble gênant, mais parce que la parole est le seul outil capable de changer ce qui se passe entre les gens. Cet accord est facile à lire, presque impossible à tenir, parce que le monde entier est organisé exactement à l'envers. Parle plus, parle fort, parle en premier. Celui qui se tait a perdu. Mais il y avait un homme qui n'était pas d'accord avec ça. Je l'ai connu personnellement. J'ai vu comment il vivait. Et ce qu'il m'a dit un jour, en une seule phrase, sans se presser, je l'ai porté en moi pendant un demi-siècle. Je veux vous parler d'un homme. Dans le monastère où je vivais, il y avait un moine qui s'appelait Pasang, un Tibétain d'une dizaine d'années mon aîné. Petit, maigre, avec des mains qui donnaient l'impression qu'il avait travaillé la terre toute sa vie. Il ne ressemblait pas au sage qu'on imagine dans les livres. Il ressemblait à un vieil homme ordinaire. Mais dans le monastère, tout le monde le connaissait. Et on le connaissait pour deux choses. La première, il pouvait rester 3 jours entiers dans une grotte sans eau et sans nourriture. Il restait là, assis. Pas comme une épreuve, pas pour faire une démonstration, simplement parce qu'il savait être en lui-même avec une telle plénitude que le corps finissait par cesser de réclamer quoi que ce soit. La deuxième, il pouvait ne prononcer aucun mot pendant 3 semaines. Même quand on s'adressait directement à lui, il regardait la personne, calmement, sans rudesse, sans la moindre trace de mépris, et se taisait. Il ne partait pas, il ne détournait pas le regard, il se taisait simplement, comme se tait une montagne. J'avais dans les 45 ans, j'étais encore quelqu'un d'audacieux. Je croyais à l'époque que poser des questions était un signe d'intelligence, pas le silence. Un jour, je me suis approché de lui et je lui ai demandé sans détour « Pourquoi tu te tais? Tu as tellement d'expérience, tellement de choses vécues. Tu pourrais enseigner aux autres. Pourquoi tu te tais ?» Pasang m'a regardé. Il avait des yeux comme des lacs de montagne, calmes, sombres, sans fond. Et il a dit une seule phrase. Une seule. « Ascar, tout ce que j'ai jamais dit était soit une erreur, soit la répétition de la sagesse de quelqu'un d'autre. Je ne me tais pas par mépris pour les gens, je me tais par respect pour les mots. » Après ça, il s'est tu de nouveau. Je suis parti, et j'ai longtemps réfléchi à ce qui m'avait tant touché dans ces mots. Puis j'ai compris. Il n'avait pas dit « je n'ai rien à dire ». Il avait dit le contraire. Il avait des choses à dire, et c'est précisément pour ça qu'il se taisait. Parce qu'il connaissait la valeur d'un mot, et il ne voulait pas la diminuer. Il y a eu un autre moment que je n'ai pas oublié. Un jour, un jeune moine est venu trouver Pasang avec une question, quelque chose sur la méditation, sur une technique. Pasang a écouté. Il a regardé ailleurs un long moment. Puis il a prononcé 3 mots et s'est tu de nouveau. 3 mots. Et le jeune moine est reparti avec ce visage de quelqu'un qui vient de recevoir une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée. Je lui ai demandé ensuite « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il a secoué la tête. Exactement ce qu'il fallait. Voilà la différence entre un mot qu'on préserve et un mot qu'on disperse. Quand un mot est rare, il touche juste. Quand les mots sont nombreux, ils font simplement du bruit. Se taire par respect pour les mots. Non pas par vide, mais par plénitude. C'est ça. Les mots ne sont pas de l'air. L'air n'a pas de conséquences. Les mots en ont. Ils construisent des relations et les détruisent. Ils soignent et ils blessent. Ils vivent dans quelqu'un pendant des décennies après que celui qui les a prononcés a depuis longtemps oublié qu'il avait dit quoi que ce soit. Pasang le comprenait, et il préservait la parole comme on préserve ce qui n'est pas si abondant et qu'on ne peut pas récupérer. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 200 ans, un mot était un événement. Quand un homme faisait une promesse, elle pesait plus lourd que n'importe quel contrat, parce que des gens vivants l'avaient entendu. Un document peut se perdre, être détruit, être contesté. Ce qui a été dit à voix haute devant des témoins, non. Un serment était un serment. Une insulte était une insulte dont on répondait.
Une promesse était une promesse qu'on tenait. La parole avait du poids, presque physique. Il y a 100 ans, pareil, même si déjà un peu moins. Il y a 50 ans, encore moins. Aujourd'hui, les mots traînent par terre. On les jette par milliers chaque jour, dans les messageries, les postes, des disputes qui ne mènent nulle part, des conversations oubliées avant même d'être terminées. Il y en a tellement qu'ils ont perdu tout poids. Et quand arrive le moment de dire quelque chose de vraiment important, on réalise que les mots qu'il faudrait n'existent plus. Tous déjà usés, tous déjà entendus, tous devenus vides. Imaginez une monnaie qu'on imprime sans s'arrêter. Au bout d'un moment, une liasse de ces billets ne suffit plus à acheter du pain. La parole aujourd'hui, c'est cette monnaie-là, une dévaluation. Et la seule différence, c'est qu'on peut imprimer de nouveaux billets et faire une réforme monétaire. Une parole qui a perdu son poids, on ne peut pas la rendre plus lourde. Pasang vivait dans les montagnes, sans télévision, sans Internet, sans flux d'actualité. Mais il voyait tout ça dans les gens qui venaient au monastère. Il les voyait parler beaucoup sans s'entendre. Il les voyait laisser tomber des mots sans remarquer où ils atterrissaient. Et il choisissait autre chose. J'y ai longtemps réfléchi. Et plus j'y réfléchissais, plus je comprenais clairement que ce n'est pas juste une observation, ni simplement l'histoire d'un moine. Ça a des conséquences directes, pour vous, pour moi, pour quiconque ouvre la bouche aujourd'hui. Voyons maintenant ce que sont ces conséquences et quoi en faire. Les mots ont perdu leur poids, parce qu'il y en a trop. Passons maintenant au concret. Comprendre le problème, c'est une chose. Savoir quoi en faire à un moment précis d'une journée précise, c'en est une autre. J'ai 6 règles. Elles se sont construites à partir du livre de Ruiz, du temps passé au monastère, de 90 ans à observer comment les gens parlent et ce que ça donne. Moi y compris. J'ai violé chacune d'entre elles. C'est pourquoi je ne parle pas que de théorie. Première règle. Taisez-vous quand vous êtes en colère. C'est la plus difficile des 6. C'est précisément quand on est en colère qu'on a le plus envie de parler. Et c'est précisément alors que les mots causent des dommages qu'on ne peut pas réparer. Quand vous êtes furieux, un feu brûle à l'intérieur. Et les mots qui sortent de votre bouche à ce moment-là ne sont pas vos mots. Ce sont les mots du feu. Ils parlent avec votre voix, vos intonations. Mais ce n'est pas vous. Vous, c'est celui qui restera quand le feu se sera éteint. Et c'est cette personne-là qui devra vivre avec ce qui aura été dit. Ce qu'il y a de plus terrible avec les mots prononcés sous le coup de la colère, votre interlocuteur s'en souviendra pour toujours. Toutes les paroles bienveillantes de 20 ans, il les oubliera. La mémoire est ainsi faite, le bien s'efface plus vite que le mal. Mais une phrase lancée dans la rage, il la portera jusqu'à sa mort. La règle tibétaine est simple. Dès que vous sentez que vous débordez, taisez-vous à tout prix. Sortez de la pièce, quittez la maison. 3 jours sans parler s'il le faut. 3 jours de silence, ce n'est rien comparé à un seul mot dont on a honte pour le restant de ses jours. Deuxième règle, taisez-vous sur la douleur des autres. Si quelqu'un vous a confié son malheur, ce n'est pas votre propriété. C'est un trésor qui vous a été confié. Et le gardien d'un trésor ne le sort pas au marché. À personne. Pas même à la personne la plus proche de vous. Parce que chaque fois que vous ne tenez pas cette règle, vous commettez un petit meurtre de la confiance. Il s'accumule. 10 de ces meurtres, 20. Et un jour, au moment le plus difficile de votre vie, il n'y aura personne à vos côtés. Simplement parce que les gens savent déjà comment vous traitez ce qui appartient aux autres. Troisième règle, taisez-vous quand vous ne savez pas. L'homme d'aujourd'hui a désappris à prononcer 2 mots. Je ne sais pas. Demandez-lui n'importe quoi, il se mettra à parler. Avec assurance, avec l'air de celui qui sait. D'où vient l'information? Mystère. Mais il parle quand même. 90% de ce qui se dit à voix haute aujourd'hui, c'est la répétition de rumeurs non vérifiées. Au bout de 5 relais, une rumeur devient un fait. Au bout de 10, un événement historique. Arrêtez d'être un maillon de cette chaîne. Je ne sais pas.
Ce sont les deux mots les plus courageux qu'un être humain puisse prononcer. Ils ne vous diminuent pas, ils vous rendent plus honnête. Quatrième règle, taisez-vous quand d'autres parlent à votre place. On discute d'un sujet que vous connaissez bien. Quelqu'un dit quelque chose autrement que vous ne l'auriez dit. Et immédiatement, quelque chose se soulève en vous. Il faut corriger, compléter, dire ce qui est juste. Ne vous précipitez pas. Parfois, si vous laissez simplement la personne aller au bout, elle arrive d'elle-même à la bonne conclusion, sans votre aide. Parfois, vous entendrez quelque chose qui changera votre propre point de vue. Et si vous intervenez trop tôt, vous ne saurez ni l'un ni l'autre. Au monastère, il y avait une règle. Avant de parler, inspirez et expirez 3 fois. Si l'envie de dire quelque chose n'a pas disparu après 3 respirations, parlez. Si elle a disparu, c'est qu'elle n'en valait pas vraiment la peine. Essayez d'appliquer ça dans chaque conversation. Dans 1 mois, vous parlerez 2 fois moins et on vous écoutera 2 fois plus attentivement. 5e règle, taisez-vous sur vos projets. Ne parlez pas de ce qui n'est pas encore fait. Ne décrivez pas les détails d'un rêve tant qu'il n'est encore qu'un rêve. Quand vous parlez d'une intention, votre cerveau reçoit une partie du plaisir du résultat tout de suite, sans avoir rien accompli. La réaction des gens qui vous écoutent, leur intérêt, la sensation d'être déjà quelqu'un qui est en train de le faire, tout ça arrive à travers la conversation. Et l'énergie qui aurait dû aller vers la réalisation part justement là. La formule est simple. Fais d'abord, dis ensuite. Jamais dans l'autre sens. 6e règle. Taisez-vous quand il n'y a rien en vous. C'est la plus difficile pour l'homme d'aujourd'hui. Nous avons peur du silence, vraiment peur, comme on a peur du noir. 2 personnes s'assoient l'une à côté de l'autre, et immédiatement, elles commencent à remplir l'espace avec n'importe quoi. La météo, les prix, ce qu'il y avait à la télévision, pourvu qu'on ne soit pas silencieux, pourvu qu'on ne ressente pas le silence entre soi. À tort, parce que le silence de 2 personnes qui savent être ensemble sans mots, c'est la conversation la plus profonde qui soit. Quand il n'y a rien à expliquer, quand on est simplement assis l'un à côté de l'autre, et c'est tout le sens. J'avais un ami comme ça, le lama Tenzin. On pouvait passer une soirée près du feu, 2 heures, sans dire un seul mot. Et ces 2 heures étaient plus riches que la plupart des longues conversations que j'ai eues ensuite en ville. Parce qu'il n'y avait pas de vide dans ce silence. Il y avait tout. Savoir se taire à côté de quelqu'un, c'est peut-être la forme de proximité la plus rare et la plus précieuse qui existe. 6 règles. Toutes sur une seule chose. Quand fermer la bouche? Et pourquoi ce n'est pas une faiblesse? C'est de la précision. Mais je comprends qu'après tout ça, une question doit se former en vous. D'accord, se taire. Mais quand parler? Est-ce qu'il existe des moments où la parole est une obligation, pas un choix? Oui, et c'est ce dont on parle maintenant. J'ai parlé de quand il faut fermer la bouche, de la colère, des secrets des autres, des mots vides qui s'éparpillent comme des ordures et encombrent tout autour. Mais maintenant je veux dire autre chose, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans tout ce qu'on a abordé jusqu'ici. Le silence n'est pas une vertu en soi, c'est un outil. Et comme tout outil, il est utile exactement quand on l'utilise à bon escient. Il y a des moments où se taire, ce n'est pas de la sagesse ni de la retenue, c'est de la lâcheté, ou de l'indifférence, ou, ce qui est pire encore, une complicité dans ce à quoi on consent en se taisant. Ces moments sont au nombre de 4, et dans chacun d'eux, parler n'est pas un droit, c'est une obligation. Premier, quand on vous a fait quelque chose de bien, remerciez à voix haute, pas dans votre tête, pas « il le sait bien de toute façon », pas d'un simple hochement de tête, à voix haute, avec des mots, en regardant dans les yeux, parce qu'une gratitude non exprimée, c'est une gratitude qui n'existe pas pour celui qui la mérite. Un être humain ne sait pas lire dans les pensées, il n'entend que ce qui est dit. Et si vous avez gardé votre gratitude à l'intérieur sans la laisser sortir, pour lui, elle n'a tout simplement pas existé. C'est un détail, mais il compte. Dites merci à voix haute, chaque fois, vraiment, pas machinalement.
Deuxième, quand vous aimez, dites-le. Pas chaque jour, pas comme une formule rituelle dont on ne ressent plus rien, mais pas non plus une fois tous les 10 ans, quand les mots arrivent déjà en retard. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient perdu un proche et qui vivaient avec ça. Et ce qu'ils portaient de plus lourd, ce n'était pas ce qu'ils n'avaient pas fait, pas le voyage qui n'a pas eu lieu, pas le cadeau oublié. Ce qu'ils portaient de plus lourd, c'étaient les mots qui étaient restés non dits. Je t'aime, tu comptes pour moi, je suis content que tu existes. J'ai moi-même de ces mots, ceux que je n'ai pas eu le temps de dire. Je ne vais pas citer de nom, mais je connais ce poids. Il ne part pas. Il devient simplement familier avec les années, comme une vieille blessure qui ne fait pas mal en permanence, mais qui se rappelle à vous dans le silence. Ces mots coûtent moins d'une seconde tant que la personne est vivante, et ils deviennent impossibles à porter une fois qu'elle n'est plus là. Ne remettez pas à plus tard. Le moment qui semble inopportun, c'est souvent le seul qui existait. Troisième, quand vous voyez une injustice, parlez. Mais seulement si votre parole peut changer quelque chose. C'est une nuance importante. Inutile de crier dans le vide juste pour ne pas se sentir coupable. Mais si un mot peut arrêter un tort et que vous ne le prononcez pas, vous n'êtes pas neutre. Vous êtes du côté de ceux qui font du mal. Se taire face à une injustice, c'est y consentir. Pas une métaphore, pas une exagération, un fait littéral. Quand tout le monde se tait, celui qui commet le mal entend dans ce silence une approbation. Il n'entend pas de condamnation, donc tout va bien, donc il peut continuer. Au monastère, il y avait ce principe. Si tu vois que quelqu'un souffre et que tu as un mot capable d'aider, ce mot ne t'appartient plus. Tu le gardes simplement. Et ne pas le donner, c'est s'approprier ce qui appartient à un autre. Quatrième, quand vous pouvez transmettre une expérience, transmettez-la. La parole de l'aîné au plus jeune. La parole de celui qui a fait le chemin à celui qui vient de le commencer. C'est la seule vraie justification d'une conversation. Pas du bavardage, pas une démonstration de savoir, une transmission, quand vous parlez non pas pour vous, mais pour celui à qui ça est plus nécessaire qu'il ne vous est nécessaire de le dire. C'est de là que je parle en ce moment. Pas parce que j'aime m'entendre parler, mais parce que 90 ans, c'est beaucoup de chemin parcouru, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que j'ai comprises trop tard. Et si ne serait-ce qu'une partie de tout ça vous aide à comprendre un peu plus tôt, la conversation n'aura pas été inutile. 4 moments où parler est une obligation. Regardez ce qu'ils ont en commun. Dans chacun d'eux, la parole ne sert pas celui qui parle, elle sert quelqu'un d'autre, ou quelque chose de plus grand, la justice, l'amour, la vérité. C'est précisément ça que Ruiz appelait l'impeccabilité. C'est précisément pour ça que Pasang se taisait. Il se taisait jusqu'au moment où il n'avait rien à transmettre. Dès qu'apparaissait un mot dont quelqu'un avait besoin, il le prononçait. 3 mots, une phrase, pas plus. La parole est une ressource rare. Rare non pas parce qu'il en manque, mais parce que les vrais mots, les mots nécessaires, il en manque. Tout le reste, c'est du bruit. Pour finir, quelques mots sur la façon de vivre avec cette compréhension. J'ai beaucoup parlé, trop, à y regarder honnêtement. Si on pouvait rassembler en un seul endroit tous les mots que j'ai prononcés en 90 ans, il y aurait une mer entière, une mer de mots. Et la plupart n'auraient pas dû être dits. Des disputes qui n'ont rien changé, des conseils qu'on ne m'avait pas demandés, des explications qui n'ont fait qu'embrouiller, des mots dits par désarroi, par peur, par envie de remplir le silence, parce que le silence me semblait gênant à l'époque. Des mots prononcés sous la colère, ceux-là même dont je parlais tout à l'heure. Des mots sur ceux qui appartenaient aux autres, et que ce n'était pas à moi de dire. Des mots prématurés sur des projets qui ne se sont jamais réalisés. C'est ma mère à moi, chacun a la sienne, je le sais, j'ai vécu avec ça, et je ne regrette pas, parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. On apprend par ce qu'on fait, pas par ce qu'on lit. Et si j'avais gardé le silence tout ce temps,
je n'aurais pas compris pourquoi se taire. Il fallait avoir trop parlé pour sentir le poids du silence. Je pense à Pasang. Lui aussi parlait autrefois, avant le monastère, avant les montagnes, dans une autre vie. Il m'a dit un jour, « Je parlais beaucoup, jusqu'au jour où j'ai compris que la plupart de mes mots me revenaient vides. Il n'y avait rien en eux qui restait dans quelqu'un. Alors il a commencé à se taire, d'abord un jour, puis 3 semaines. Et dans le silence, il a trouvé ce qu'il n'avait pas trouvé dans les conversations. C'est un chemin que chacun fait à sa façon. Certains plus tôt, d'autres plus tard. Certains à 90 ans. Mais voilà ce que j'ai compris au bout du compte. De toute cette mer, un seul mot suffit. Un seul, dit au bon moment, à la bonne personne, avec la bonne force. Un mot qui arrive, qui s'installe en quelqu'un et change quelque chose de petit, mais de réel, qui aide à traverser une journée un peu plus sagement, à ne pas blesser celui qu'on aime, à ne pas se taire là où se taire est interdit. Pour ce seul mot, tout le reste de la mer valait la peine. Maintenant, ce qu'on peut emporter de cette conversation dans la vie, pas comme une théorie, comme une pratique. Premier point, trouvez le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords. Il est court, il se lit en une soirée. Relisez-le une fois par an, non pas parce qu'il contient quelque chose de compliqué, mais parce que c'est un rappel. On oublie même ce en quoi on croit. Dans le bruit du quotidien, tout s'efface vite. Le livre fonctionne comme un étalon pour ses propres mots. Deuxième point, essayez de vivre une seule journée selon le principe de l'impeccabilité de la parole. Une seule journée. Ne dire que ce qui sert la vérité, l'amour ou l'action concrète. Tout le reste, silence. Regardez ce qui se passe, pas avec les mots, avec vous, avec l'espace autour de vous, avec le temps qui se révélera soudain plus grand que vous ne le pensiez. Ce n'est pas de l'ascèse, c'est une expérience qui remet beaucoup de choses à leur place. Troisième point, la règle des 3 respirations, avant chaque prise de parole, dans chaque conversation. Juste 3 respirations. Si l'envie de parler n'est pas passée, parlez. Si elle est passée, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Dans un mois, vous serez vous-même surpris de voir comment change la façon dont on vous écoute et dont vous entendez les autres. Et pour finir, le plus important de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, les mots ont de la valeur. Les vrais, les nécessaires, les pesants, il y en a peu. Gardez-les. Mais quand un mot est nécessaire, ne vous taisez pas. Dites merci à celui qui le mérite. Dites « je t'aime » à celui que vous aimez. Dites « c'est injuste » quand c'est injuste. Dites ce qui aidera celui qui marche à côté de vous. C'est ça, l'impeccabilité. Pas le silence pour le silence, mais la parole pour quelqu'un. Pasang ne se taisait pas parce qu'il n'avait rien à dire. Il se taisait pour que, le jour où un mot viendrait, il ait du poids. Il préservait la parole pour le moment où quelqu'un d'autre en aurait besoin. Et quand ce moment arrivait, 3 mots suffisaient. J'y pense chaque fois que j'ouvre la bouche. Je n'y arrive pas toujours. Mais j'y pense. J'ai dit ce que j'avais à dire. La paix sur votre maison. Et sur le silence qu'il y a en elle, tout particulièrement. Si quelque chose dans cette conversation vous a touché, écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi. Pour ceux qui viendront ici après vous et verront qu'ils ne sont pas seuls, écrivez une seule pensée qui a retenu quelque chose en vous. Peut-être les mots prononcés sous la colère, peut-être les mots d'amour non dits, peut-être le silence à côté de quelqu'un, et vous avez compris que c'est précisément ça qui vous manque en ce moment. Parfois, un commentaire fait pour quelqu'un plus que n'importe quelle vidéo, parce qu'il voit quelqu'un comme lui est passé par là et a trouvé quelque chose d'important. Ce sera ça, le mot, dit au bon moment, à la bonne personne, le seul pour lequel ça vaut la peine de parler.